Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Epic Collection Spider-Man Maximum Carnage paru chez Panini Comics et disponible au prix de 26 €. C'est le troisième Epic Spider-Man à sortir cette année, mais dans la chronologie d'Amazing Spider-Man, ce sera au final le numéro 25. Juste à titre d'information, je vous remets le listing des titres qui sont déjà sortis aux États-Unis, mais il faut savoir tout de même qu'ils sont assez souvent en rupture, et j'espère sincèrement que Panini arrivera à assurer à cette collection une meilleure disponibilité dans la durée que Marvel. Panini avait commencé avec les années 60 et 70 et les épiques Grand Pouvoir et la mort du Capitaine Stacy, dont j'avais fait la review, puis on a eu droit aux X-Men des années 80, et maintenant c'est l'heure du focus sur les années 90 avec donc cette épique Maximum Carnage et le mois prochain l'épique des Avengers Galactic Storm, dont je ferai aussi la review je pense, même si les années 90 ne sont pas franchement ma grande passion, puisque c'est la décennie qui m'a clairement détourné des comics pendant un bon moment. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi encore une fois le softcover. Voilà l'illustration du hardcover, disponible pour 30 €. Bon, je ne sais pas si vous en souvenez, mais j'étais relativement sceptique sur le choix esthétique du hardcover des X-Men, mais alors là, je trouve les résultats assez moches, hein. Alors que pourtant, la cover dont le zoom est issu est absolument magnifique. J'aurais vraiment préféré, perso, qu'il la laisse telle qu'elle. Zoomer comme un porc sur un dessin pour en isoler une toute petite partie, ce n'est pas forcément rendre justice ou service au dessinateur. Et le côté wraparound du truc, pardon, mais je ne suis toujours pas convaincu par l'idée et encore moins par la réalisation. Moi, quand on me dit wraparound, je visualise tout de suite un truc du genre le cartonnage de l'Omnibus US de Marvel Knights ou d'Ultimate X-Men, hein, par exemple, au hasard. Ça, c'est un truc qui claque et qui enveloppe vraiment le comics. Et on en reparlera, mais j'espère que Panini n'aura pas la mauvaise idée de priver les fans français de ces magnifiques cartonnages. Alors, Maximum Carnage, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est une sorte de crossover qui va s'étaler sur les différents titres Spider-Man, ce qui fait qu'il y aura au final que très peu d'épisodes d'Amazing Spider-Man contenus dans cette épique, seulement 3, alors que l'event dure au final 14 épisodes. Et durant ces épisodes, on va assister à une énorme foire d'empoigne entre d'un côté Carnage et ses amis psychopathes, et de l'autre Spider-Man et ses alliés aux profils divers et variés, on va dire. Ce n'est pas vraiment ce que l'on pourrait appeler un scénario aux petits oignons, hein. Les motivations de Carnage sont assez basiques, tuer tout le monde et semer le chaos de partout. Malgré tout, il va très facilement arriver à trouver des compagnons presque aussi dérangés que lui et partir dans des délires et des dialogues de type famille dysfonctionnelle qui sont assez what the fuck, au point même que Venom pourrait sembler du coup en comparaison presque sain d'esprit. Alors évidemment, au milieu de ces affrontements, des tensions vont émerger, aussi bien entre les méchants que les gentils. Les méchants, parce qu'ils sont globalement tous tarés, hein, et les gentils, car ils ne partagent pas tous les mêmes valeurs et les mêmes méthodes. Vous avez d'un côté les goody-goodies du type Spider-Man ou Firestar, et de l'autre des personnages du type Venom, la Cape ou encore Morbus, qui souhaitent en finir une bonne fois pour toutes avec Carnage. C'est d'ailleurs le même ressort scénaristique que l'on retrouvera en fin d'ouvrage dans Genèse en Kit, où l'on verra Spider-Man et le Punisher s'allier plus ou moins de bon gré afin de mettre un terme aux agissements meurtriers de Dents de Sabre. Perso, c'est une histoire qui m'a laissé complètement de marbre. Les dessins ne me plaisent pas particulièrement et l'histoire est relativement sans intérêt à mon sens. Des alliances contre nature pour affronter Carnage et ses potes, ok, mais juste pour Dents de Sabre, bof. Dans la précédente vidéo, je vantais l'effort éditorial d'Urban sur ses Chronicles, et là, faut dire ce qui est, c'est un peu l'inverse. Vous attaquez l'histoire, les parents de Peter Parker sont en vie. Ok, ça ne me semblerait pas déconnant, perso, d'expliquer un peu le pourquoi du comment. Alors, bien sûr, il sera fait plusieurs fois référence à ce qui leur est arrivé dans le comics, puisque les scénaristes ont toujours eu plus ou moins conscience qu'il leur fallait accompagner les lecteurs face au mur que constituent des décennies de lecture et d'épisodes. Ça serait bien aussi que les éditeurs y mettent un peu du leur, surtout pour des épiques collections qui, par définition, sortent dans le désordre. On peut dire ce qu'on veut, les comics, ce n'est pas du tout user-friendly, et à cet égard, l'Omnibus X-Men classique, qui sera le sujet de la prochaine vidéo, en est vraiment la caricature. J'en ai mal au crâne à l'avance rien qu'à l'idée de devoir expliquer tout ça. Au niveau des dessins,
Comme plusieurs séries sont impliquées, on va voir se succéder différents dessinateurs, ce qui me dérange toujours un peu parce que c'est quand même assez rare que je sois fan de tous, même si je dois bien reconnaître qu'il y a ici globalement une assez bonne cohérence visuelle. Sur Amazing Spider-Man, on retrouve bien sûr Mark Bagley, qui n'est plus besoin, je crois, de présenter. Sur Spider-Man Unlimited, Ron Lim, que j'aime assez personnellement. Sur Web of Spider-Man, c'est Alex Saviuk, qui nous gratifie de quelques planches assez chouettes. Et on voit d'ailleurs sur les doubles pages que l'on a plus de Gutterloss ici, je trouve, que sur l'Omnibus Ultimate Spider-Man. Sur le titre Spider-Man, Tom Lyle est assez convaincant aussi. Par contre, Sal Buscema, sur Spectacular Spider-Man, je dois avouer que je ne suis pas totalement convaincu. Comme tout le monde, je pense, je préfère John à Sal Buscema, mais dans les années 70 et 80, j'aimais beaucoup ce que faisait Sal, comme par exemple dans l'Epic Avenger Kang d'ailleurs, hein, qui doit sortir dans quelques mois. C'était assez classique, mais ça me convenait plutôt bien, alors que là, j'avoue que ça ne m'emballe pas trop. Est-ce que c'est lié au fait qu'il a l'air de s'ancrer lui-même? Est-ce que c'est parce que son style a évolué? Je ne saurais pas dire. J'ai lu à droite à gauche qu'il avait été pas mal influencé à partir des années 80 par Simonson. Toujours est-il que je ne suis pas super fan du Salbu-Schéma de cette époque. Honnêtement, je ne regrette pas d'avoir acheté cette épique, je l'ai lu, mais ça ne m'a clairement pas fait changer d'avis sur les années 90. Ça reste cool si vous aimez voir plein de personnages se friter, mais mon petit doigt me dit que perso, je ne vais pas mettre très longtemps à le revendre. Voilà, je vais en rester là pour cette semaine. Allez, à plus!